Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire sur la question des comportements défis entre compétences professionnelles et familiales. Alors en effet, dans ce webinaire, on vous propose d'aborder aujourd'hui les stratégies pratiques qui permettent aux familles d'être pleinement impliquées dans la prévention et la gestion des comportements défis de leurs proches, mais aussi des moyens de favoriser une approche intégrée et collaborative où les professionnels soutiennent de manière constructive les compétences des familles. Nous allons donc essayer de comprendre comment mutualiser les compétences professionnelles et familiales pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées, mais aussi de leur entourage. Et donc, pour nous aider dans nos réflexions d'aujourd'hui, nous avons fait appel à deux intervenantes de choix. Donc, dans un premier temps, Sophie Biette, qui est parent et aussi administratrice, une API, présidente de l'ADAPI Loire-Atlantique. Et puis la professeure Caroline Demilly, psychiatre, chef du pôle HUA10 de l'hôpital du Vinetier et coordinatrice du centre d'excellence iMind, qui est d'habitude l'hôte de ces webinaires et qui se retrouve pour la première fois du côté des intervenantes. Et avant de leur laisser la parole, j'ai quelques mots à vous dire sur le déroulement de ce webinaire. Donc pour ceux qui ont l'habitude, on commence donc effectivement par une discussion d'environ 30 minutes menée par les deux intervenantes. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez prendre la parole, soit en direct, soit en posant des questions dans le chat. Donc, on vous demandera par contre pendant toute la durée des interventions, des interventions de garder vos micros bien coupés et on vous donnera la parole que dans un deuxième temps. Pour finir, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, nous vous demanderons de bien vouloir couper votre caméra et vous pourrez ensuite retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et nos réseaux pour suivre notre actualité. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à nos deux intervenantes. Bon webinaire. Merci Jennifer, merci Sophie. Merci. Je suis ravie vraiment de partager ce webinaire avec Sophie autour des comportements défis. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran. Est-ce que c'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Est-ce que vous voyez Il faudrait le mettre en diaporama pour que l'image soit un peu plus grande. Ouais, c'est ce que je vais faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Parfait. Donc, on a travaillé ce webinaire avec Sophie un petit peu en deux temps. Un premier temps consacré à ce que sont les comportements des filles et leur approche un petit peu plus médicale. Et puis ensuite, essayer de soulever les problématiques qui sont inhérentes aux familles. Et je passerai la parole à Sophie, qui va nous livrer son expérience et ses réflexions sur les leviers et les difficultés d'être famille et aidant naturel. Alors, les comportements des filles, je pense qu'on peut, dans un premier temps, insister sur leur fréquence parce que ça n'est pas du tout ce ne sont pas du tout des comportements qui surviennent de manière rare chez les personnes avec troubles du neurodéveloppement. Et on considère que 10 à 15% des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel développeront à un moment de leur parcours ce qu'on appelle des comportements défis. Alors les comportements défis, contrairement peut-être à ce que leur nom indique, ne sont pas la traduction que les personnes vont aller défier les soignants ou vont aller défier les personnes qui s'occupent d'elles. C'est une adaptation du terme anglophone challenging behavior et ça veut dire que finalement ça représente une sorte de challenge pour les équipes soignantes, mais aussi souvent ça reste un challenge pour les familles. Alors ça a été défini en 2017 selon la réaction de l'entourage et je trouve que cette définition est particulièrement pertinente puisque ce sont des comportements qui entraînent des conséquences restrictives pour la personne, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se rendre dans l'activité qu'elle préfère, elle ne peut plus sortir à l'extérieur, puis répulsive, puisque certaines personnes de l'entourage ne vont plus pouvoir s'occuper d'elle. Et enfin, si on n'intervient pas au stade de la restriction
ou de la répulsion, eh bien, ce sont des personnes qui vont être exclues des dispositifs. Alors, bien sûr, ces comportements mettent en danger la sécurité physique de la personne et d'autrui, avec vraiment des conséquences sur l'insertion sociale, puisque ces comportements vont clairement empêcher l'accès et l'utilisation des services ordinaires de la cité. Et je dirais que peut-être qu'une définition très simple de ce qu'on peut appeler les situations complexes dans le champ des troubles du neurodéveloppement, eh bien, c'est lorsque le pronostic social de la personne est engagé, c'est-à-dire qu'elle ne va plus pouvoir bénéficier de ce qui peut être proposé à toute la population générale par ailleurs. Plus pouvoir bénéficier de loisirs, d'accès aux soins, de séjours en famille, c'est-à-dire que sa vie va être excessivement impactée dans une sorte d'auto-engrenage, puisque plus le pronostic social va être engagé, plus les comportements vont s'aggraver. Donc, ce que l'on sait de ces comportements qui sont mal décrits dans la littérature, hein, puisqu'on a très peu d'études de cohorte, et ça fait partie des projets que l'on a en lien avec les associations, eh bien, on sait qu'il y a des formes syndromiques qui sont fréquentes, avec des diagnostics génétiques qui sont retrouvés dans un certain nombre de cas. Et malheureusement, actuellement, on a peu d'accès aux soins spécifiques qui tiennent compte des particularités des syndromes. Alors, les comportements défis, c'est toute une panel de comportements qui ne sont pas uniquement l'agression d'autrui, les coups ou les cris. Ça peut être aussi des destructions de matériel. Ça peut être aussi des automutilations, puisqu'il faut savoir que bien souvent, les personnes que l'on accompagne, eh bien, avant tout, se font du mal à elles-mêmes avant de faire du mal à autrui. Ce peut être aussi des perturbations antisociales, des nuisances, des troubles alimentaires qui peuvent être parfois très graves et avoir des conséquences médicales générales. Et ça peut être aussi des automutilations qui vont résulter de stéréotypies ou d'autostimulation trop forte, ou alors qui vont revêtir des aspects absolument insupportables par l'entourage. Alors, c'est un peu un parcours du combattant pour accéder à l'évaluation des comportements des filles. Ça, on pourra en reparler avec Sophie tout à l'heure, mais c'est vrai que de par l'exclusion de ces personnes des systèmes classiques, eh bien, certaines d'entre elles n'ont pas accès aux évaluations de base, et notamment chez l'adulte. Alors que bien souvent, les comportements qui sont chronicisés, qui ne résultent pas d'une affection médicale générale, on en reparlera tout à l'heure, eh bien, ont une fonction qui est identifiable. Mais cette fonction, on ne peut y accéder qu'à la suite d'une évaluation soigneuse. C'est-à-dire que on doit faire l'inventaire très précis de l'environnement de la personne, des comportements, de leur survenue, de leur chronologie, pour essayer de comprendre ce mode de communication atypique. Parce que si l'environnement ne s'adapte pas avec une réponse appropriée à ce comportement, eh bien la personne va répéter le comportement et va rentrer dans un schéma comportemental difficile, voire très difficile, explicatif, des situations complexes auxquelles les familles ont à faire face, mais aussi les équipes des structures médico-sociales ou les équipes soignantes. Alors, souvent, on a un certain nombre de sphères qui sont à évaluer en pluridisciplinarité. La première cause de comportement des filles, c'est peut-être celle qui vient le plus rapidement à l'esprit, mais qui reste difficile à accompagner et à pallier, ce sont les difficultés de communication. Alors, c'est vrai que, en particulier lorsqu'une personne a des capacités de compréhension qui sont supérieures à ses capacités d'expression, eh bien, la personne va développer une frustration importante de ne pas pouvoir communiquer ce qu'elle ressent, ses besoins, ses émotions, ses frustrations. Ça va devenir très difficile et en l'absence de communication augmentée et alternative, eh bien, la personne va développer des troubles du comportement qui vont avoir valeur de communication. D'où l'importance d'une évaluation soigneuse aussi pour proposer à la personne des outils de communication qui tiennent compte de ses compétences et de ses fragilités. Parce qu'on a parfois des équipes
qui font tout très bien en utilisant des pictogrammes, en accompagnant la personne autour d'une série d'images pour l'aider à communiquer. Mais en fait, les pictogrammes, c'est difficile à utiliser et tout le monde n'est pas en mesure de comprendre, d'utiliser et de communiquer avec un pictogramme. Donc avant de se dire, bah, on a parfois des équipes qui sont un peu prises au dépourvu, qui nous disent, regardez, on a tout fait, on utilise des pictogrammes, et puis les troubles du comportement persistent. Oui, mais est-ce que la personne comprend les pictogrammes? On a aussi euh, souvent la constatation que plus la personne est en difficulté de communication, plus l'institution devient totalitaire avec elle, c'est-à-dire plus l'institution va faire tous les choix à la place de la personne. Et on se rend compte parfois que chez certains de nos résidents, des adultes qu'on accompagne ou des adolescents, eh bien, du lever au coucher, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix pour les activités, il n'y a plus de choix pour le repas, il n'y a plus de choix pour les vêtements. Et manifester des troubles du comportement, eh bien, ça peut être une façon, lorsqu'on a des troubles de communication, de s'autodéterminer aussi, c'est-à-dire de pouvoir manifester l'envie de faire des choix. Donc, quel que soit le niveau de la personne, il est important de toujours garder à l'esprit de la mettre au centre de sa prise en charge et de proposer avec les outils les plus adaptés possibles, de lui proposer la possibilité de faire des choix. La question des transitions aussi, parce que nos adultes avec TDI ou TDAH ont un manque de flexibilité, ont des difficultés qu'on appelle exécutives, c'est-à-dire à planifier, à hiérarchiser, à s'organiser. Ils ont du mal à passer d'une ambiance à l'autre, d'une activité à l'autre. Et trop souvent, la réaction de l'entourage, c'est de dire, bon, on met en hypostimulation parce que dès qu'on propose une activité, eh bien, on n'arrive plus à l'arrêter. C'est pas que la personne a besoin forcément d'être hypostimulée, c'est qu'elle est en grande difficulté au plan cognitif pour passer d'un instant à l'autre, pour arrêter une activité, surtout si elle est plaisante, et en redébuter une autre. Donc, le manque de repères spatio-temporels, le manque de flexibilité est aussi à l'origine de comportements sévères. Et puis, on a bien sûr toute la problématique sensorielle, avec des personnes qui ont besoin de s'auto-stimuler et qui ont une gestion très particulière de la douleur. Alors, bien sûr, tout simplement, hein, je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'un comportement, il est choisi par la personne parce qu'il est tout simplement simple pour obtenir une fonction et aucun comportement ne se maintient s'il n'est pas renforcé par l'environnement. Alors l'idée, c'est d'avoir une observation la plus précise possible, mais aussi d'utiliser des outils validés, standardisés pour évaluer la personne. Il existe des grilles d'évaluation, des questionnaires qui permettent d'avoir une observation la plus reproductible possible d'un instant à l'autre. Parce que même au sein des équipes, lorsqu'elles observent vraiment de manière très précise les comportements, eh bien, en fonction de la sensibilité de tel ou tel accompagnant, on ne va pas avoir la même restitution des troubles. Et pour comprendre la fonction du comportement, il nous faut beaucoup d'objectivité. Donc, il faut utiliser des grilles standardisées. Parce que un comportement peut avoir différentes modalités d'expression pour obtenir la même chose. Par exemple, la personne va avoir une automutilation, va agresser, va jeter pour refuser une activité, ou réciproquement, un même comportement va avoir des fonctions différentes. Donc, par exemple, la personne va être hétéro-agressive pour échapper à une tâche ou pour attirer l'attention. Alors, l'idée, c'est de pouvoir prévenir le plus rapidement possible, d'intervenir aussi en identifiant les sources qui vont renforcer le comportement et l'évaluation va nous permettre d'éviter le recours à la restriction, répulsion, exclusion en amenant une compréhension beaucoup plus fine des fonctions du comportement avec l'enjeu de mesurer, mais aussi de surveiller dans le temps, puisque la surveillance dans le temps du comportement va nous fournir des informations extrêmement précieuses sur la manière la plus adaptée de gérer le comportement des filles. Alors,
Je le rappelle, hein, mais je crois qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit parce que ça reste quand même une vraie difficulté. C'est l'examen médical général soigneux pour les personnes qui sont en situation de comportement défi. Avec, de manière générale, la fréquence des atteintes médicales générales, surtout dans le cadre des troubles du comportement de survenue aiguë. Et très régulièrement, on reçoit des personnes qui ont des troubles sévères du transit, qui ont un fécalome, qui ont une atteinte bucco-dentaire, parfois depuis des semaines, parfois depuis des mois, explicatifs de leurs troubles du comportement. Et lorsque le bilan médical général a été soigneux et que le comportement défié d'installation chronique, eh bien, il faut évaluer la personne de manière pluriprofessionnelle pour approcher au plus près la manière dont elle fonctionne, dont elle perçoit son environnement, ce qu'elle en comprend, comment elle s'exprime, quelle est sa sensorialité, quel est son niveau cognitif, parce que c'est ça notre défi, c'est ça le défi qui est adressé euh, à l'environnement médico-social et à l'environnement médical, c'est de comprendre, d'avoir une grille de lecture de ce comportement. Et la grille de lecture, elle est complètement différente d'un individu à l'autre. Il n'y a pas de réponse toute faite. Je crois que Sophie va intervenir après moi en insistant sur la modestie et l'humilité qu'il faut avoir face à ces comportements, mais je crois que c'est vraiment, ils sont singuliers de la personne. Ça fait partie de la manière dont elle s'est adaptée au monde, dont elle communique avec son environnement, avec ses particularités. Ça veut dire qu'il faut véritablement approcher au plus près de ces difficultés et probablement aussi respecter un certain nombre de ces comportements qui sont utiles à la survie de la personne dans son environnement. Alors, il existe un certain nombre d'échelles. Je vous ai mis la grille d'évaluation de la douleur parce qu'elle est utilisable par toutes et tous et ça permet vraiment même si on n'est pas médecin généraliste, même si on n'est pas spécialiste de la douleur, de se poser la question en tout premier lieu d'une douleur à l'origine d'un comportement défi. Et je pense que c'est vraiment une grille qui devrait être largement diffusée dans toutes les structures qui accueillent des personnes dyscommunicantes parce que c'est très simple à faire et parfois ça permet d'apporter des informations précieuses. Alors, les fonctions du comportement rapidement, ça peut être d'obtenir quelque chose, d'obtenir de l'attention, par exemple. C'est-à-dire que la personne, eh bien, on s'occupe d'elle, on l'entoure à partir du moment où elle a des troubles du comportement. Et quand elle n'a pas de troubles du comportement, eh bien, on la laisse un petit peu dans son coin. Ça peut être aussi d'obtenir un renforcement positif sensoriel, obtenir telle ou telle activité, manifester son envie de faire un choix, obtenir des objets, de la nourriture, ou alors éviter des processus désagréables comme la douleur, bien sûr, des émotions désagréables, ou d'échapper tout simplement à des tâches déplaisantes. Alors, il existe des grilles qui permettent d'évaluer très simplement l'environnement, les renforçateurs, notamment la grille FAST, qui va permettre, alors c'est tout simple à remplir, hein, c'est très structuré avec des réponses oui, non, c'est très facile à utiliser dans le secteur médico-social, même par des personnes qui ne sont pas formées, et ça va nous permettre finalement d'évaluer la réponse de l'environnement parce que ces troubles du comportement, ils sont un mode de communication et on l'a vu tout à l'heure, ils vont ou s'aggraver ou s'améliorer en fonction de la réponse de l'environnement. Donc en fait, l'évaluation, elle n'est pas strictement centrée sur la personne. L'évaluation, elle est également centrée sur l'environnement puisque la manière dont l'environnement va réagir va conditionner l'entrée ou pas dans un schéma comportemental. Donc, ça fait partie des éléments qui sont importants et des éléments de réflexion qu'on peut avoir aussi avec les familles. C'est-à-dire comment est-ce que la famille réagit à tel ou tel comportement, parce que parfois, un mode de réaction, euh, bien que extrêmement bienveillant pour la personne, peut entraîner la pérennisation d'un trouble du comportement. Et pouvoir l'évaluer
dans le lieu de vie de la personne ou dans la famille, ça peut donner des informations extrêmement précieuses. Alors, l'idée est de comprendre la personne dans son environnement, hein. La personne est issue d'interactions complexes entre des éléments biologiques, on l'a vu tout à l'heure, avec une vulnérabilité génétique, une condition physique aussi, la question du handicap, de la douleur, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi la question de l'évaluation psychologique avec les capacités d'adaptation de la personne, quelles sont ses habiletés sociales, quelle est son estime de soi aussi, et toute la sphère sociale pour laquelle la situation familiale est particulièrement centrale, mais aussi la question des relations, du lieu de vie, etc. Donc, prendre en charge le comportement des filles, c'est tenter de poser un diagnostic et vraiment accompagner ce triptyque qu'est la personne, mais aussi son environnement et la question de la prescription médicamenteuse, mais aussi la prescription de consignes d'accompagnement, etc. Alors, un dernier point sur les familles avant de passer la parole à Sophie. Les familles sont souvent en grande difficulté face à ces comportements, avec, dans notre expérience, toujours un petit peu les mêmes questions qui sont soulevées par les familles. Euh, Ça commence en général par la disparition des temps de partage. C'est-à-dire que, voilà, on se réunissait tous ensemble pour dîner le soir, on prenait tous le petit déjeuner ensemble, et la survenue de troubles du comportement qui sont aussi majorés, qui peuvent être majorés par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est-à-dire qu'une personne qui éprouve beaucoup de plaisir à prendre son repas en famille, eh bien, peut manifester un trouble du comportement. Ça ne survient pas toujours aux émotions négatives, et ça peut être très déroutant par les familles avec des familles qui vont essayer de maintenir la cohésion de la cellule familiale, qui vont avoir aussi en tête la protection de la fratrie, parce que la question de la fratrie est aussi un point très sensible lorsque l'un des membres de la famille a des troubles du comportement, avec parfois des familles qui ne vont pas réussir à gérer ces troubles du comportement et qui progressivement vont développer un sentiment d'incompétence et qui vont parfois se dévaloriser, être très en colère, parfois même contre elles-mêmes, parce qu'elles n'arrivent pas à gérer la complexité. Il en résulte en général un isolement social, c'est-à-dire que les familles, eh bien, vont renoncer à sortir, vont renoncer à être entre amis, parce que la survenue du comportement des filles va venir gréver le pronostic social de la famille. On l'a vu tout à l'heure en préambule, et je crois que ça fait partie de la définition des situations complexes, mais va venir aussi gréver le pronostic social de toute la famille. Alors, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les familles parce qu'elles sont nos premières partenaires du soin. Les familles sont vraiment les personnes avec lesquelles on va travailler main dans la main pour ensemble co-construire un environnement plus adapté au comportement des filles. Alors, en premier lieu, je pense qu'il faut évaluer les besoins des familles parce que les besoins des familles ne sont pas toujours les mêmes face au comportement des filles et aux situations complexes. On en revient vraiment à l'idée de cette évaluation. Déterminer aussi quels peuvent être les leviers, quelles sont les ressources des familles. Est-ce qu'elles ont l'habitude de travailler avec une structure de répit? Est-ce qu'il y a des grands-parents qui peuvent prendre le relais? Est-ce qu'elles ont identifié des moments où ça se passe mieux? Est-ce qu'il y a des choses qui calment, etc. Les familles sont vraiment très importantes pour identifier des leviers, mais aussi faire le point sur les fragilités, sur les zones qui vont pouvoir qui sont susceptibles d'entraîner une rupture pour développer un accompagnement des familles qui soit le plus ajusté possible en tenant compte d'une vigilance particulière vis-à-vis de la fratrie. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire et je passe avec plaisir la parole à Sophie. Bonjour à tous. Merci Caroline pour cette introduction euh, très intéressante. Avant de prendre la parole, je voudrais vraiment refaire ce lien très fort sur la suite de la présentation de ce qui est de cette évaluation
fonctionnel qui effectivement n'est pas encore suffisamment diffusé ni connu, même si ça ne paraît pas si sorcier quand même à mettre en place dans le quotidien, dans les différents lieux d'accompagnement, voilà, des personnes qui présentent tout simplement qui présentent un trouble du neurodéveloppement, parce que en fait, ça devrait être connu de tous, qu'il y ait des personnes ou non qui aient des comportements défis, puisque c'est un risque que ça arrive un jour. Une personne peut ne pas en présenter pendant un temps et ça peut arriver. Donc c'est une culture qui doit être partagée de base et sans attendre, je vais dire, à froid, et que ces évaluations soient aussi, je pense que la Caroline les a présentées quand il y a comportement défi, mais qu'elles soient aussi faites à froid, c'est-à-dire quand la personne va bien, que à minima, dans le dossier de la personne, il y ait une évaluation, des évaluations de communication, voilà, qu'on ne découvre pas ça, et qu'il y ait aussi des évaluations, ce qu'on appelle adaptatives, comme la Vineland, et que le suivi somatique soit aussi suivi dans le sens où, quand il y a un comportement problème très important, que si le corps médical doit interroger, qu'on retrouve les données facilement, que ce ne soit ni une feuille volante, ni un dossier de 500 pages. Donc, ça veut dire qu'on réfléchit en avant, en amont, à la façon dont on organise. Et c'est vrai, l'information, et c'est vraiment d'expérience, je vous parle de ça. Alors moi, mon rôle, c'était de vous parler un peu de l'importance de la prise en compte de l'expérience des familles par les professionnels dans ces questions. En fait, souvent, aujourd'hui, on sait qu'il est très important d'impliquer et de former les parents durant la petite enfance, hein. Aujourd'hui, quand on pose un diagnostic, quand l'enfant est petit, sont souvent accompagnés d'une certaine guidance parentale. Il y a les formations des parents qui sont aussi destinées à soutenir la prévention de la mise en place des comportements qui peuvent devenir des défis dans le temps, c'est-à-dire des comportements petit enfant, on va dire petit problème, mais si ce petit problème est chez un adolescent ou un adulte, il prend une dimension qui était supportable quand on était bébé, mais plus du tout acceptable quand la personne est plus âgée. Et aussi, donc ces comportements petits peuvent venir de vrais défis dans le temps, et donc à l'âge adulte de leur enfant, l'expérience parentale, qui du coup, ils ont quand même vécu toutes les étapes, est extrêmement précieuse et ressource pour les familles. À ce titre, j'aimerais bien citer, c'est pour ça que je regarde mon papier, un texte quand même qui date de 1972 de Eric Schopler, concepteur de l'approche Teach, qui pourrait être affiché dans tous les services qui se posent des questions. Il y a 3 lignes, hein, donc je vais vous les lire. C'est: contrairement aux chercheurs, ces parents ne pouvaient pas laisser de côté des questions pour lesquelles aucune méthodologie n'avait été établie. Contrairement aux cliniciens, ils ne pouvaient pas transférer l'enfant ailleurs parce qu'ils n'étaient pas formés pour gérer de tels problèmes. Et c'est parce qu'ils ont poursuivi leurs études malgré leurs échecs, leurs frustrations et leurs défaites qu'ils sont devenus de si bons enseignants. Donc voilà, déjà, cette citation, en fait, c'est ce texte de Eric Schopler qui a mis en place l'approche Teach, hein, qui était le début de la révolution conceptuelle autour notamment de l'autisme, en pensant que ces personnes pouvaient apprendre des choses. Alors ça, c'était un premier point. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'était que, en fait, il y a des comportements qui peuvent être considérés comme très problématiques pour une famille, mais ils ne le seront pas forcément pour les professionnels et vice-versa. Et qu'il y a certaines personnes qui peuvent présenter plusieurs comportements défis, et qu'on ne peut pas tout traiter en même temps, enfin, de façon pratico-pratique, enfin, c'est de mon expérience, et que ce temps avec les familles pour pouvoir prioriser les comportements sur lesquels il faut absolument que l'on travaille parce qu'ils sont à la fois très impactants pour la personne, pour la famille et pour les professionnels. Et surtout, ces comportements peuvent aussi s'exprimer dans des contextes de façon différente selon les contextes. Donc, ce temps contextuel et de priorisation, en tous les cas, c'est un temps que l'on peut partager avec les familles. Je vais vous donner un exemple.
puisque c'est vrai, je ne l'ai pas dit, j'ai une fille autiste qui a 32 ans, qui habite dans un foyer d'accueil médicalisé, qui présente des comportements, on va dire, problématiques de façon régulière depuis qu'elle est toute petite. Alors, ces comportements, ils changent régulièrement. Ce que je veux juste dire, c'est qu'ils ne sont pas hyper complexes ni très dangereux. C'est-à-dire que Marie n'est jamais entrée dans des automutilations graves ou des hétéro-agressivités, mais elle multiplie les comportements problèmes qui impactent la vie sociale. Par exemple, en ce moment, elle a deux comportements problèmes. Il y en a un où elle aime beaucoup déchirer ses t-shirts. Elle en déchire à peu près 10 ou 15 par semaine. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas les déchirer ailleurs, mais aujourd'hui, c'est considéré, on a fait quelque chose d'éducatif dans le sens où elle ne peut pas les déchirer en public, mais elle les déchire dans sa chambre, voilà, et on change. On n'a pas considéré aujourd'hui, par rapport à un autre comportement problème qui est de jeu avec ses selles, donc je suis désolée, mais c'est vraiment très asocial, qui lui a été considéré comme un travail très important à faire au niveau et avec la famille et avec l'établissement et aussi avec un suivi médical. Alors, toute la procédure que Caroline a expliquée et qui aujourd'hui est à peu près enrayée, mais avec une vigilance extrêmement importante quotidienne qu'on ne peut pas lâcher. C'est-à-dire que dès qu'on lâche, c'est aussi ça, c'est qu'un comportement des filles, il peut revenir extrêmement vite si on lâche la pression. Donc c'est juste pour dire que en fait, on a laissé de côté les t-shirts, s'intéresser à un autre comportement et de se dire qu'effectivement, on ne peut pas tout traiter en même temps. Donc, il ne faut pas s'auto-flageller en disant on va faire ça tranquillement. Et ça peut être partagé avec les familles. Peut-être que pour une autre famille, le déchirage de t-shirt aurait été plus important. Donc, en fait, ça va être différent selon les personnes. Le troisième point que je voulais aussi voir avec vous, partager avec vous, c'est que moi, j'ai identifié au cours de mon parcours qu'il y avait trois mots qui étaient extrêmement importants, à la fois pour la posture des parents et la posture des professionnels. Il faut être finalement dans cette même posture. Il faut créer un climat de confiance. Le mot confiance est important. C'est-à-dire que si les parents n'ont pas confiance, donc c'est aux professionnels de la construire, mais c'est aussi aux parents de se dire qu'il y a un moment donné, si on veut pouvoir traiter de ces questions-là, il faut se faire un peu confiance les uns les autres. Il faut avoir une posture de détective, donc c'est-à-dire bah, voilà, relire Agatha Christie peut-être pour se dire que voilà, c'est quoi être détective. Je pose une hypothèse, je l'annule, je teste. Et puis être, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, être extrêmement humble parce que il y a, même si on met tout en place, quelquefois, on n'y arrive pas. Alors, la confiance, comme je dis, elle se décrète pas. Alors, elle se construit. Moi, j'ai identifié au cours de mon parcours que ce qui était important, c'était surtout de ne pas réduire la personne à ses comportements défis. Si dans les échanges entre parents et professionnels, on ne parle que des comportements défis, en fait, ça réduit extrêmement. Enfin, on est dans une tension qui fait qu'on n'arrive pas à instaurer la confiance, surtout que ces comportements défis peuvent être très envahissants. On ne peut parler que de ça, ce qui est quand même extrêmement démoralisant pour tous. Et puis, l'autre point important dans la confiance, c'est d'impliquer régulièrement le proche dans tout ce qu'on met en place. Ça ne veut pas dire qu'il est dans les évaluations fonctionnelles, dans les moyens, dans l'écriture et suivi du projet personnalisé, et puis pas entre deux portes, hein, des rencontres au téléphone, des visios, des mails, à voir avec les familles. Ça peut être très différent selon une famille, mais de construire cette confiance. Être détective ensemble, c'est être assez pragmatique, ne surtout pas avoir des interprétations trop rapides. Voilà, il ne veut pas ou il est frustré. Voilà, ce devrait être à ce moment-là des verbatims pour moi interdits. Il s'agit de poser des hypothèses et de les vérifier. Voilà, une personne, elle ne donne pas forcément des coups de pied. Elle veut juste qu'on respecte sa distance de proxémie entre elle et son voisin, qui peut être de 1,50 m. Et ça peut se tester. Donc, extrêmement, donc, c'est pas le moment où on interprète. Et puis, être très humble, ça, vous savez tous ce que ça veut dire. Je pense que j'ai encore un tout petit peu de temps.
Et j'aurais voulu avoir aussi un message. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de familles qui sont ici, mais en fait, pour les familles, Caroline a bien exprimé ce risque qu'on se mette en retrait. Je veux dire, on ne doit pas avoir honte des comportements problèmes et de se dire en fait, on peut quand même, en s'adaptant, pouvoir avoir une vie en société et en fait, moi, ma stratégie, ça a été de faire les choses extrêmement pas à pas et de aussi, moi, en tant que parent, de réfléchir un peu tout le temps sur la posture que j'ai, les réactions que j'ai et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur voilà, ma vie avec ma fille, qui peuvent avoir exactement l'effet inverse que celui recherché. Par exemple, j'ai compris, par exemple, avec Marie, que le mot non est un mot qui l'agace énormément parce que je pense qu'on lui dit extrêmement souvent. C'est très, très difficile à pas dire non. Donc, on essaye de dire stop et le mot stop, il marche vachement bien. Donc, voilà, en fait, c'est des petits trucs. Alors, c'est pour Marie, hein, mais ce que je veux dire, c'est aussi de repérer ce qui peut être dans nos attitudes des déclencheurs, en fait, de comportements problématiques. Un autre point que j'ai trouvé important, c'est de vraiment de rentrer, de se dire un comportement problème. Si on arrive à le supprimer ou à le diminuer, il faut le remplacer par autre chose, si possible un comportement plus adapté et que du coup on va faire avec des apprentissages très pas à pas. Euh, Quand Marie était petite, elle avait des comportements extrêmement problématiques pour la vie quotidienne. En fait, on ne pouvait pas la sortir dans la rue. Donc, elle se mettait en boule et elle faisait 100 kilos même quand elle avait 2 ans. Donc, en fait, on a commencé par aller sortir dans des endroits où il n'y avait pas du tout de circulation, pas de bruit. Enfin, on avait un peu d'idées sur le côté sensoriel. Et puis après, on a passé dans des rues où la circulation était à un seul sens. Et puis après, la circulation était à deux sens jusqu'à ce qu'elle puisse supporter, hein. Et puis, quand il a fallu passer le rond-point, on avait une technique toutes les deux, c'est qu'on se disait que on allait monter l'Himalaya et donc on mettait les mains dans les poches. Donc c'était une posture qu'on avait. Et aujourd'hui, la phrase les mains dans les poches, pour Marie, ça veut dire attention, il va y avoir un effort à faire, ça va pas durer longtemps, mais tu vas pouvoir réussir. Et puis, un autre point pour les familles, mais là, du coup aussi pour les professionnels, c'est de trouver tout ce qui peut faire plaisir à la personne dans le comportement qu'elle produit, que l'on considère comme un défi. Je vais vous donner un autre exemple. Il fut un temps où Marie, en fait, adorait les lunettes, mais des lunettes pour en faire voilà, un petit gribouillis de fil de fer, quoi. Donc, en fait, vous ne retrouviez pas du tout vos lunettes en bon état. Heureusement, elle n'a jamais pris les lunettes sur quelqu'un, mais elle avait un sixième sens pour les repérer, quel que soit l'endroit où elles soient placées. Et en l'observant jouer avec ça, en fait, on a remplacé ça petit à petit avec du fil de fer. Donc, elle a à disposition du fil de fer. On a commencé par les trombones, qu'elle s'est extrêmement bien demandé. Je pense que c'est le premier enfin mot, parce qu'elle ne parle pas, mais le premier picto qu'elle a compris et qu'elle utilise très régulièrement. Et elle fait avec ça, même avec des trucs de fil de fer plus longs, aujourd'hui, des espèces je dirais pas des sculptures, mais en tous les cas, des artistes. Une de mes amies artistes contemporaines, on a fait une installation et Marie en était extrêmement fière. Donc en fait, on a détourné un comportement problème. Aujourd'hui, elle n'attrape plus jamais une paire de lunettes. Et puis, comme l'a dit Caroline, d'accepter des manies qui peuvent agir positivement sur son anxiété. Par exemple, Marie déteste porter des chaussures. On a réussi à lui apprendre à porter des chaussures quand même dans la rue, dehors, mais dès qu'elle attend quelque part, elle enlève ses chaussures. Donc en fait, vous rentrez dans une boulangerie, elle enlève les chaussures. On est à l'intérieur, extérieur. Donc en fait, voilà, on l'accepte et elle remet ses chaussures. Donc il faut juste avoir des chaussures qu'on met bien, qu'elle met toute seule, et ce qui est aussi possible. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de chaussures. Et puis le dernier point aussi que j'ai remarqué, ce sera l'avant-dernier, j'en ai plus un autre, deux petits, c'est que de se réinterroger aussi sur le rythme des activités qui sont proposées. Il y a des personnes qui ont besoin de petites activités extrêmement courtes, mais variées. D'autres, au contraire, il va falloir rester longtemps avec des pauses. Pour Marie, en tous les cas, il y a un endroit, mais ça, c'est pour les autres, où elle n'a jamais pratiquement aucun comportement
problématique depuis qu'on a passé le cap de l'apprentissage à sortir dans la rue, c'est les activités physiques. Voilà, si elle a trop de temps ou elle a rien à faire, là, du coup, vous allez avoir les t-shirts déchirés en ce moment et les étalements de sel parce qu'elle a rien à faire. Et puis, le dernier petit point que je voudrais partager avec vous, c'est qu'en fait, il faut remettre aussi en question quelquefois nos habitudes, c'est-à-dire qu'on a les nez dans le guidon, sans tabou. Du coup, un dernier petit exemple voilà, Marie, elle habite dans un foyer d'accueil médicalisé, dans une maison, pourtant elle a de la chance, hein, ils sont que 5, donc il n'y a pas une surstimulation très importante. Mais les repas collectifs de l'information que nous disaient les professionnels sont vraiment source de comportements défis à répétition. Et en fait, l'équipe et les parents se disent, mais dans le fond, pourquoi forcément prendre ces repas forcément tous ensemble? Et comme ces personnes arrivent quand même, elles ont voilà, des communications alternatives voilà, à disposition. Enfin, on peut aller rechercher leur pouvoir d'agir. Et au final, après, ben, en fait, chacun a demandé à manger seul. Et depuis que les personnes en fait enchaînent dans la salle à manger entre 11h30 et je veux dire 13h, chacun à son heure, il n'y a plus aucun comportement problème. Ils ont développé une autonomie très importante autour des repas. Et en plus, maintenant, ils commencent à s'inviter les uns les autres. Voilà, en disant, est-ce que toi, tu veux prendre mon repas avec moi? Donc, et puis bien sûr, de permettre que le jour où il y a un anniversaire ou une occasion, ils sont tout à fait en capacité, sans aucun comportement problème, à prendre leur repas ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le quotidien d'une famille lambda, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui pourront raconter autant avec vous sur ces questions-là. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Sophie et Caroline, pour ces deux interventions extrêmement intéressantes. Et donc, ça va être le moment des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'auditoire qui souhaitent prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro, lever la main et ouvrir votre micro. Bonjour, alors je ne sais pas si la main est levée. Non, mais allez-y. Mais vous François êtes sur la Régis. plage, alors c'est vachement bien. Voilà. François Régis. Moi, en fait, très rapidement diagnostiqué TSA sans déficience et TDAH, tout comme mon fils adolescent de 14 ans, qui, au mois d'avril, a fait pendant 3 semaines 3 fugues et 3 tentatives de suicide. Donc la question au professeur Demilly qu'il a rencontré, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre le comportement des filles et la dépression? La deuxième question, c'est par rapport au dossier médical. Il me semblerait extrêmement important que l'on ait une application dédiée qui provienne du ministère du Handicap afin d'avoir un dossier qui reprenne de manière synthétique les éléments. Comme le professeur Demilly l'avait dit au congrès Génopsy, on ne doit pas remonter à 3 minutes à une journée, mais ça peut remonter à 3 mois, 6 mois, un an. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a fait 5 hôpitaux en 3 semaines. Enfin, 4 hôpitaux. Il a vu 5 psychiatres différents. Et les 5 psychiatres différents, bah, tout va bien. Voilà. Et en fait, quand on leur explique que non, tout va pas bien, il est en souffrance, il fugue, il s'automutile, il crie, il est violent. On nous dit, bah non, tout va bien pour votre fils. Et moi, la Merci. dernière question Oui. que je recherche, en fait, et on n'a pas le droit de demander à un médecin quel a été son parcours de formation, tel un CV dans le privé. Et donc, je suis tombé sur un jeune psychiatre à Saint-Étienne qui visiblement a fait une proposition qui n'était pas adaptée, d'après son chef de service, à un adolescent ayant des troubles du neurodéveloppement. Ok, je vous remercie. Caroline, est-ce que tu pourrais répondre à Monsieur Frolon? Alors, bonjour. Euh, alors, je pense qu'il y a plein de choses dans votre question, hein. Il y a des éléments qui concernent plus spécifiquement votre fils, et ça, peut-être que je vous proposerai qu'on s'en parle à un autre moment que durant le webinaire.
sachant que je ne le suis pas, hein, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Euh, Vous soulevez une question intéressante et je pense qui est largement sous-estimée dans le champ de la santé mentale. C'est la question des comportements des filles associés à l'autisme ou au TDAH sans trouble du développement intellectuel. Parce qu'en fait, quand on parle de comportement des filles, nous vient spontanément à l'idée la discommunication, les problématiques d'interaction chez les personnes avec TDI. Mais en réalité, quand on voit les études de cohorte, le déterminant qui est le plus associé au comportement des filles parmi les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, ça n'est pas le trouble du développement intellectuel, c'est l'autisme. C'est l'autisme qui est le symptôme le plus pourvoyeur de comportement des filles. Et je suis convaincue qu'il existe et qu'il y a ce qu'on appelle des comportements des filles, des situations complexes chez les personnes qui ont un autisme sans trouble du développement intellectuel. Et c'est vrai qu'on se retrouve parfois avec des jeunes hommes, des jeunes femmes qui présentent des conduites suicidaires à répétition, qui présentent des scarifications, qui présentent des comportements antisociaux très marqués, très classiques à répétition. Je pense qu'on est dans ce domaine-là. Mais la traduction clinique est très différente parce que on n'est pas sur un tableau de dyscommunication et de troubles du développement intellectuel. Mais ça, c'est des choses qui sont très, très peu évaluées dans le champ de la psychiatrie, euh, très peu en psychiatrie infanto-juvénile et quasiment pas en psychiatrie d'adulte. Et c'est vrai que, par exemple, on accueille dans les services d'urgence des jeunes femmes pour lesquelles on nous dit, voilà, c'est la 10, 15, 20e tentative de suicide ou c'est la 50e scarification. Moi, je suis persuadée que dans un certain nombre de cas, il s'agit de jeunes personnes avec autisme et que les choses n'ont pas été correctement dépistées, évaluées et que l'accompagnement ne tient pas compte de ces particularités-là. Donc, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'on a une béance des savoirs, des évaluations, des compétences en psychiatrie dans ce champ-là. Je suis d'accord. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, sinon, moi j'ai une question. Ah non, il y a quelqu'un qui voulait parler? Euh, je mets la caméra. Bah, je savais pas qu'il y avait des questions-réponses en fait, mais du coup, moi j'ai une petite fille qui a 6 ans presque et demi, qui est en maternelle et je cherche pas forcément de réponse, mais je voulais souligner que je trouvais ça difficile à cet âge-là de faire la différence entre un comportement normal d'un enfant de 6 ans, qui a donc un cerveau qui est pas mature, hein, et un comportement des filles. Alors bon, donc on a vu au début hein, que en gros il y a eu une désociabilisation. Enfin, elle est agressive à l'école. Elle peut être agressive à l'école. Donc là, évidemment, ça fait pas. Il n'y a pas photo, hein, c'est un comportement anormal. Et après, il y a des choses qui sont un peu limites où j'ai d'autres parents qui vont me dire, ah bah oui, moi aussi, mon fils aussi, ma fille aussi, oui, mais moi, c'est sur une autre dimension. Alors là, pas de trouble autistique. Elle a un trouble du neurodéveloppement, elle est à la limite de la déficience intellectuelle, un QI entre 75 et 80 à peu près. Donc elle a un peu, voilà, c'est une tétrasomie X et voilà. Donc je voulais juste dire ça. Et du coup, les services sociaux, enfin, à 4 ans et 8 mois, elle a dit que je la tapais, donc elle a été placée, tout ça, ça a été quand même très très compliqué, parce que c'est pas vrai. Et du coup, ça est quand même allé assez loin dans les comportements des filles où on pense qu'elle a fait ça pour attirer l'attention. À 4 ans et demi, elle a commencé à parler mieux. Et c'est le moment où elle a commencé à dire maman me tape, enfin, je précise que c'est pareil, hein, mais parce que sinon, évidemment, c'est différent, mais c'est important aussi d'en témoigner. Donc, que du coup, les services sociaux ont géré ça comme une enfant maltraitée, ils l'ont placée, etc. Bon, donc j'ai perdu la garde pendant 6 mois. Heureusement, c'est mes parents qui l'ont récupérée.
elle n'est pas restée en foyer. Et là, maintenant, bah, ça va mieux, elle est bien suivie, elle a donc 6 ans presque et demi. Mais voilà, je trouve que parfois, je ne sais pas à quel point c'est anormal ou à quel point c'est normal. Enfin, un enfant qui va se disputer avec un autre pour un jouet, ça peut être complètement normal à 6 ans et à la fois, euh, enfin, voilà, je sais pas si les corps enseignants notamment sont bien sensibilisés à ça. Et même moi, j'ai pas la réponse en fait. Voilà, bon, elle a du mal avec les transitions sur les fins d'activité, c'est compliqué, elle peut frapper le thérapeute avec qui elle est à la fin de la thérapie parce qu'en fait, elle voudrait rester. Elle a du mal à partir. Bon, bah, ça, c'est clairement des comportements des filles qui posent problème parce que du coup, elle est agressive, mais où là, on comprend bien la cause, mais bon, des fois, c'est plus flou que ça. Elle a aussi une énorme angoisse de séparation, on comprend pourquoi. Hein. Une fois qu'elle a fait un tour en foyer, n'importe quel enfant serait un peu traumatisé. Et donc, elle peut être Peut-être qu'on va demander à Sophie ce qu'elle en pense parce que Personnellement, ce que j'en pense, c'est ce que j'expliquais, c'est que quelquefois des comportements qu'on peut tolérer sur des enfants d'un certain âge ne vont plus être tolérables à partir d'un autre. La difficulté de la situation exprimée par Valérie ici, c'est que en fait, sa petite fille moi, la question, c'est que son diagnostic de tétrasome X, il a été posé après, tout de suite, dès ça. Vous passez quoi, un tétrasome X, là? Je vous entends pas, Valérie. juste avant qu'elle ait 3 ans, donc elle avait déjà un diagnostic. Hein. Donc, elle avait déjà un diagnostic quand elle a été, quand elle a commencé à s'exprimer, qu'elle a dit maman me tape, elle était déjà diagnostiquée. Vous n'avez pas eu le diagnostic après. Non, non, et elle avait déjà eu un ESH d'ailleurs. Alors moi, j'y connais rien, mais je connais pas parce que il y a aussi des comportements qui peuvent être liés à des syndromes qui sont, donc je ne sais pas là-dessus, peut-être que Caroline pourra répondre c'est le sur cas hein, dans la tétrasomie X. Il y a des troubles du comment, comportement. C'est le cas dans la tétrasomie X. Il peut y avoir des troubles du comportement. mais du coup d'agressivité Exactement, envers les autres. Oui. exactement, tout à fait. Ouais. Donc en fait, c'est un peu comme si on reprochait à quelqu'un qui est en fauteuil roulant de ne pas marcher. C'est-à-dire que si elle ne peut pas, ce qui ne veut pas dire qu'il faut peut-être pas faire du coup un travail très particulier sur cette action pour que elle ait d'autres moyens pour remplacer ces actes d'agressivité. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a d'autres exemples, mais qui sont moins embêtants. Moi, par exemple, dans l'inverse, hein, un petit enfant qui, par exemple, va aller toucher les gens ou vouloir leur faire des bisous partout et tout ça, il y a un moment, ça ne se fait plus. Un enfant ordinaire, vers l'âge de 6 ans, il ne le fait plus. Il va très bien discriminer à qui il doit faire des câlins ou pas. Des choses comme ça. C'est plus dans le cadre de ce que vous exprimez d'actes un petit peu agressifs, il y a peut-être un travail à faire pour l'accompagner parce que ça peut être plus long pour elle que pour un autre enfant. Parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a d'autres enfants qui vont être agressifs, hein, enfin, qui ont des réactions d'agression plutôt que de pleurer, puisqu'il y en a qui pleurent, il y en a qui... Enfin voilà, chacun ses réactions, et que celle-ci, effectivement, elle peut être associable et qu'il y a peut-être à engager, donc voir avec, ça c'est pas moi idée, mais à engager un travail très particulier autour parce que votre petite fille, elle a pas non plus une déficience intellectuelle extrêmement forte, donc elle peut sans doute comprendre un accompagnement. Je ne sais pas ce qu'en pense Caroline. Et je trouve que la question posée par Valérie est intéressante. Hein. C'est pour ça que la question de la réaction de l'environnement, c'est vraiment important dans le diagnostic de comportement des filles. Parce que comme vous le dites, euh, on peut avoir des environnements qui sont très tolérants et qui vont laisser finalement la personne exprimer un certain nombre de comportements qui peuvent paraître atypiques, mais qui vont être bien tolérés. Et pour des tas de raisons, on a à un moment un environnement qui va devenir très intolérant au comportement et quelque chose qui va s'emballer
entre la personne qui va être incomprise dans ses modalités de communication et en face une équipe qui va avoir de plus en plus peur. Et je crois que dans une période où le médico-social est très en souffrance, avec des turnovers importants, avec des postes qui ne sont pas pourvus, avec le recours massif à l'intérim, on a des situations qui sont devenues complexes, ou des comportements défis qui ont émergé, qui n'auraient probablement jamais vu le jour dans un environnement plus stabilisé. Alors Donc, là, on est à l'école, hein, Caroline. oui, Elle n'est mais, pas dans le médico-social. oui, mais c'est l'exemple du médico-social, mais idem pour l'école. Oui, voilà. Idem pour l'école, on a des enseignants qui vont être tolérants, qui vont aménager les choses, etc. Et puis d'autres qui vont l'être moins. C'est pour ça que la question de l'environnement et de la qualité de l'environnement, c'est vraiment très important dans l'évaluation d'un comportement défi. Et les grilles d'évaluation qui quantifient au plan vraiment précis les réactions de l'environnement, ça fait vraiment partie de l'évaluation de base. Donc oui, un comportement n'est pas forcément un comportement défi en fonction de la situation. C'est vrai dans le médico-social, c'est vrai à l'école, c'est vrai à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que on s'approche de la fin du webinaire. Si quelqu'un veut prendre la Oui, parole. oui. Abou Bakr. Oui, bonjour. Je suis désolé, j'arrive pas à faire fonctionner Oui, ma caméra. Vous m'entendez bien? oui. Oui, ma question c'était par rapport enfin, que ce soit les professionnels ou les familles ici présentes, s'il y a des programmes un petit peu auxquels les familles ont participé, qui ont particulièrement fonctionné avec leurs enfants de manière générale. Moi, personnellement, par exemple, j'ai fait une petite formation sur le programme Ruby pour gérer les comportements perturbateurs, les comportements défis. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore de le pratiquer avec les familles que je suis, mais voilà, je suis preneur aussi des témoignages différents, que ce soit du côté des professionnels ou des familles, sur les programmes qui fonctionnent le plus dans ce genre de prise en charge sur le plan psychologique. Ok. Alors, Caroline les connaît peut-être plus que moi, mais moi, très rapidement, mais on n'avait pas le temps dans tout le webinaire, globalement, il est extrêmement important que pour les familles, en tous les cas, elles comprennent le fonctionnement de leur enfant, mais bien au-delà du comportement problématique, c'est-à-dire que le fonctionnement ordinaire de leur enfant. Donc là, il y a toutes les grilles d'évaluation qui ne sont pas que celles des fonctionnels, mais les grilles d'évaluation, communication, sensorielle et tout ça. C'est-à-dire arriver à un moment donné à pouvoir essayer de se mettre dans la peau de l'enfant, d'essayer de penser, voir comment il peut penser, et que déjà cette formation parce que là ça vient de la formation hein, des parents sur le sujet, donc il y a les formations des aidants qui sont proposées par les centres de ressources, parce que moi j'insiste beaucoup sur là on est tous réunis autour des comportements problèmes, mais sur les interventions froides et tièdes, c'est-à-dire en amont des comportements problèmes, d'anticipation. Alors après, moi je ne connais pas les programmes particuliers dédiés aux comportements problèmes pour les familles. Donc je laisse Caroline si elle les connaît, mais je ne connais pas particulièrement. Alors, concernant l'accompagnement des familles, il n'y a pas de programmes qui ont fait la preuve de leur efficacité. Mm. Alors, il y a un certain nombre de programmes payants qui proposent d'accompagner les familles dans le cadre de l'autisme ou dans le cadre d'autres troubles du neurodéveloppement avec lesquels il faut avoir une certaine vigilance parce qu'ils ne sont pas validés. Et je rejoins assez Sophie sur l'idée de se dire que concernant les familles, je ne sais pas s'il faut véritablement une formation au comportement des filles, mais surtout une évaluation de leurs proches, une évaluation du fonctionnement de la famille en réaction au comportement des filles, et puis peut-être une prise en charge assez personnalisée de la personne pour l'aider à manifester ses besoins, ses frustrations, ses émotions différemment. Mais je crois que ça reste encore aujourd'hui des prises en charge très singulières. Il n'y a pas de programme, on va dire, global sur l'accompagnement des troubles du comportement. Concernant les professionnels, on a aussi très peu de programmes de formation sur les comportements des filles pour les professionnels du sanitaire ou du médico-social.
Et à Lyon, on a mis en place un programme de formation pour les professionnels au comportement des filles qui commence à qui fonctionne bien avec un certain nombre de professionnels formés, mais ça n'est pas si répandu que cela pour l'instant. Question, mais Parfait. Caroline, vous vouliez présenter votre service à la fin de... Alors oui, mais je crois qu'on n'aura pas le temps là, je le ferai une prochaine fois parce que sinon ça va nous emmener trop tard. Bon. Il y a une dernière question peut-être de Jessica et ensuite on va clore ce webinaire. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est un cas pratique, on va dire, qui nous arrive avec mon fils de 8 ans maintenant, qui a une anomalie génétique qui provoque des troubles du comportement et notamment un peu d'agressivité. Et en fait, il a tendance à frapper deux copains d'école. Mais on n'a pas réussi à détecter de contexte qui favorise ça. Et même à l'école, ils nous disent que ça peut être n'importe quand en classe, il va se lever et il va toujours aller frapper les deux mêmes enfants. Donc c'est très difficile à anticiper et à comprendre la raison de ce geste. Et de la même façon, dans le cadre privé, il a un comportement agressif envers le chat. Alors je sais qu'il a une part un peu de jalousie envers le chat. Mais pareil, il y a des moments où il va être gentil avec lui, il va vouloir le caresser, et d'autres moments où, dès qu'il le voit passer, pouf, il va lui donner un coup de pied au passage. Donc pareil, on ne peut pas anticiper. Et du coup, je me demandais dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, des astuces pour essayer d'arriver malgré tout à anticiper ou à corriger ces comportements-là sans comprendre exactement leur origine, quoi. C'est malheureusement difficile de vous répondre comme ça. Et encore une fois, je pense qu'il faut évaluer plus précisément les choses et évaluer le contexte de survenue, la fréquence. Euh, Sinon, on ne peut pas apporter une réponse éclairée. Il faut vraiment évaluer plus précisément. Et comment on peut faire cette évaluation-là, justement? Sur quoi se baser? Est-ce que c'est une des grilles dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que... Oui, il faut qu'on puisse. C'est vraiment tout un travail d'évaluation pluriprofessionnelle par des neuropsychologues pour essayer de comprendre ce que votre fille perçoit de son environnement, son degré de communication, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle exprime, ses compétences et ses faiblesses cognitives, comment elle s'organise dans le quotidien, au plan sensoriel aussi. Est-ce qu'elle a des particularités d'hypo ou d'hyperstimulation? Essayer d'évaluer aussi les éléments de cognition sociale, comment est-ce qu'elle repère les émotions des autres, comment est-ce qu'elle comprend la manière dont les autres fonctionnent. C'est difficile de vous répondre comme ça. Ok, merci. Bon, écoutez, je crois que ça va être le moment de clore ce webinaire. Donc, je tenais à remercier à nouveau Caroline et Sophie pour ces interventions et vous tous, toutes et tous qui étiez présents et qui avez posé des questions extrêmement intéressantes. Comme je le disais, le webinaire sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc, j'ai vu dans le chat que beaucoup demandaient d'avoir accès aux grilles d'évaluation. Donc, on pourra. Je n'ai pas noté tous les emails, mais ce que je ferai, c'est qu'on le mettra dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller chercher les informations à cet endroit-là. Voilà, et pour notre prochain webinaire, donc ce sera dans 3 semaines déjà, sur les habiletés sociales dans le TDAH. Voilà, donc on reste en contact et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Jennifer. Au revoir. Au À tous. revoir. Merci.